Kajiri, un solitaire laid et pathétique, est né avec une capacité si puissante qu'il aurait pu vaincre Goku sans effort, jusqu'au jour où il est transféré dans un autre monde où il protège une jeune fille uniquement dans l'espoir de coucher avec elle. Cependant, avant tout cela, un jeune garçon traverse une base militaire où les corps tombent de partout, mais cela ne semble pas le déranger le moins du monde. Il est la cause de tout ce chaos. Son objectif principal est de retrouver une femme nommée Asaka. Après un certain temps, il la repère tenue en joue par une personne inconnue. Asaka est choquée de le voir, surprise qu'il ait réussi à pénétrer dans la base. La personne qui la retient en otage menace de lui faire du mal si le garçon, nommé Yagiri, s'approche davantage. Mais Yagiri se contente de fixer l'homme. Puis, soudainement, le ravisseur d'Asaka tombe raide mort. Asaka est confuse et ne comprend pas comment Yagiri a réussi à faire cela, mais elle est soulagée d'être en sécurité. Yagiri est simplement content de l'avoir retrouvé. Plus tard, Yagiri se réveille, non pas grâce à Asaka, mais à cause d'une autre fille qui le secoue pour le tirer de son sommeil. Son nom est Danara. Quand il demande ce qui ne va pas, elle est stupéfaite qu'il ait réussi à dormir pendant un incident majeur. En regardant autour d'eux, il y a des corps sans vie dans le bus, et Danara n'a aucune idée de ce qu'il faut faire ensuite. Quand ils sortent, ils remarquent une étrange queue qui bouge. Yagiri lance nonchalamment un microphone sur l'une des créatures qui a attaqué son camarade de classe. Cette action frappe une wyvern qui réagit étrangement, chargeant vers eux. Danara pense qu'ils sont perdus, car la créature est si puissante qu'ils ne peuvent pas la combattre. Désespéré, Danara se blottit contre Yagiri, ce qui le pousse à se soucier juste assez pour agir. Yagiri parle calmement, et la wyvern tombe raide morte. Danara est perplexe et n'a aucune idée de comment il a fait cela. Ensuite, Yagiri sort un jeu vidéo pour l'aider à se calmer, mais elle s'énerve, disant que ce n'est pas le moment de jouer. Elle lui demande s'il ne veut pas quitter le bus, mais Yagiri n'est pas pressé, incertain si c'est même sûr dehors. Bien que Danara comprenne, elle l'exhorte à prendre la situation plus au sérieux. Yagiri accepte et lui demande d'expliquer ce qui s'est passé. Danara lui raconte qu'ils étaient en excursion scolaire normale, à bord du bus, quand ils sont entrés dans un tunnel et en sont sortis dans une prairie ensoleillée. Au début, ce fut une surprise agréable mais déroutante. Puis, une femme nommée Séon est montée dans le bus, se présentant comme une sage. Elle semblait amicale au début, mais quand le professeur a demandé ce qui se passait, Séon l'a tuée en lui faisant exploser la tête. Séon a expliqué qu'elle les avait invoqués dans ce monde parce qu'elle avait besoin de nouveaux sages, les dirigeants de cette terre. Elle a dit qu'ils avaient 1 mois pour devenir des sages, ou ils mourraient. Séon a donné à la plupart des étudiants une capacité spéciale appelée un don, et a installé un système appelé champ de bataille dans leur corps, qui comprenait une fenêtre de statut. Cependant, Danara n'a pas reçu l'un de ces dons. Elle n'avait donc aucune idée de l'apparence de la fenêtre de statut. Quand elle a posé la question, Sion l'a écartée, disant que certaines personnes ne sont tout simplement pas aptes au pouvoir magique. Sans don, Danara est condamnée à n'être rien de plus qu'une personne ordinaire, ou pire, du bétail dans ce monde. Après cela, Sion a annoncé qu'un dragon les attaquerait bientôt, et que les étudiants devraient essayer de ne pas mourir pendant la quête. L'ami de Danara a regardé l'écran qui affichait des informations sur le dragon, et ils étaient tous effrayés par ce qui allait arriver. L'un des étudiants a alors suggéré que la classe devrait travailler ensemble et découvrir leurs pouvoirs afin de pouvoir élaborer un plan. Ils ont noté leurs capacités et ont élaboré une stratégie. Cependant, Danara, qui n'avait aucun pouvoir, ne pouvait pas participer au plan. Il y avait aussi 3 autres personnes dans la classe sans pouvoir, dont un garçon nommé Shinazaki et un autre nommé Kiryu. Kagiri était l'un d'eux aussi, bien qu'il ait passé tout le temps à dormir et n'ait rien remarqué de ce qui se passait. Quand les étudiants dotés de dons ont fini d'écrire leur plan, ils ont décidé de laisser les plus faibles derrière eux. Shinazaki a demandé aux étudiants plus forts de les protéger, mais le chef du groupe des doués a dit que ce serait un fardeau de protéger ceux sans pouvoir. La classe a accepté, décidant d'utiliser les étudiants sans pouvoir comme appât dans leur combat contre le dragon. Pour aggraver les choses, une étudiante a utilisé ses pouvoirs pour lancer un charme qui rendait les étudiants sans pouvoir plus attrayants, augmentant leurs chances d'être ciblés par le dragon. C'était facile. Les étudiants doués ont ensuite quitté le bus, laissant Danara et les autres se débrouiller seuls. Danara a essayé de réveiller Yogiri à nouveau, mais même si le dragon était déjà arrivé et attaquait, il dormait profondément. Finalement, il s'est réveillé et a réalisé le danger dans lequel il se trouvait. Au lieu de paniquer, il s'est demandé comment il rechargerait son jeu vidéo dans ce monde où il n'y avait pas de prise électrique. Il pensait qu'il n'y avait qu'un seul dragon dans la zone, alors il a estimé qu'il serait sûr de sortir maintenant que la créature était morte. Yagiri ne semble pas trop inquiet, même si Danara est en mode panique totale. Avant de partir, Danara demande avec hésitation à Yagiri s'il avait fait quelque chose au dragon, plus tôt, car elle n'arrive toujours pas à croire ce qui s'est passé. Yagiri répond nonchalamment, disant qu'il a simplement dit au dragon de mourir. Danara trouve cela difficile à croire, étant donné à quel point cela semble incroyable, mais elle n'insiste pas davantage. Malgré ses doutes persistants, Yagiri sort du bus avec un comportement calme. Alors qu'ils évaluent leur situation, ils remarquent 3 endroits potentiels où ils pourraient aller. Une colline proche, une ville au loin, ou une forêt dense. Cependant, ils réalisent qu'entrer dans une forêt inconnue sans préparation pourrait être dangereux. Alors ils hésitent avant de prendre une décision. Alors qu'ils s'apprêtent à discuter de leurs prochaines étapes, Danara aperçoit quelque chose voler vers eux au loin. Alarmée, elle le signale à Yagiri,
qui se demande si c'est un autre dragon. Cependant, à mesure que les silhouettes se rapprochent, il réalise que ce n'est pas du tout un dragon, mais 3 de leurs camarades de classe, Higashida, Fukuhara et Hanekawa. Danara est surprise de les voir, surtout après qu'il l'ait abandonnée, elle et les autres étudiants sans don. Yagiri, en revanche, reste imperturbable et demande sans détour s'il doit les tuer pour éviter des problèmes. Danara l'arrête rapidement, insistant sur le fait qu'il devrait au moins les écouter d'abord avant de recourir à toute violence. Cependant, Yagiri lui rappelle que ses camarades de classe avaient laissé les étudiants sans don mourir plus tôt, ce qui ne fait pas d'eux de bonnes personnes, à vrai dire. Danara, bien qu'encore mal à l'aise avec l'idée de tuer qui que ce soit, admet que Yagiri a peut-être raison. Malgré cela, elle espère qu'ils pourront éviter la violence si possible. Alors que les camarades atterrissent, ils sont choqués de voir le cadavre du dragon gisant à proximité et réalisent que Danara, qu'ils avaient prévu d'abandonner, est toujours en vie. Il devient clair, d'après leur conversation, qu'ils avaient des intentions sinistres envers elle. Ils admettent ouvertement, sans hésitation, que leur plan était de la transformer en zombie et de lui faire des choses indicibles. Ils révèlent tout cela devant Danara, montrant clairement qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de l'aider en premier lieu. À ce stade, Danara commence à comprendre que Yagiri avait peut-être raison depuis le début. Ses camarades de classe ne sont pas de bonnes personnes et leur plan pour elle était cruel et tordu. Sa résistance à les tuer commence à s'affaiblir alors qu'elle réalise à quel point ils sont dangereux. Higashida, l'un des camarades de classe, s'avance et démontre son pouvoir en lançant une énorme boule de feu. La boule de feu est si puissante qu'elle ne fait pas seulement fondre le bus, mais elle explose aussi dans la montagne derrière eux, laissant un trou gigantesque. Il déclare avec arrogance que dans ce monde, il peut faire tout ce qu'il veut, et la première chose sur sa liste est de faire du mal à Danara. Les 2 autres camarades de classe, Fukuhara et Hanakawa, attendaient également une occasion de lui nuire. Danara est paralysé par la peur, submergé par la pensée de ce qu'il pourrait lui faire. Mais Yagiri, aussi calme que jamais, lui dit de se détendre et l'assure qu'il s'occupera de la situation. Il regarde Higashida et sans hésitation lui dit de mourir. Les autres rient, pensant que Yagiri dit juste quelque chose de ridicule, mais leur rire s'estompe rapidement quand Higashida s'effondre soudainement au sol, sans vie. Fukuhara et Hanekawa sont sous le choc, incapables de comprendre ce qui vient de se passer. Danara, elle aussi, est stupéfaite, luttant pour comprendre comment les simples mots de Yagiri avaient eu un effet si dévastateur. Yagiri leur explique qu'il a dit à Higashida de mourir, et c'est exactement ce qui s'est produit. Quand Fukuhara essaie de se diriger vers son camarade tombé, Yagiri le prévient de ne pas bouger. Fukuhara, ignorant l'avertissement, bouge quand même, et Yagiri lui dit de mourir aussi. Tout comme Higashida, Fukuhara s'effondre, mort avant même de toucher le sol. Maintenant, seul Hanakawa reste, tremblant de peur. Yagiri tourne son attention vers Hanakawa et lui dit calmement que s'il bouge, il subira le même sort que les autres. Yagiri commence alors à expliquer son pouvoir plus en détail. Il dit à Hanakawa que sa capacité lui permet de tuer n'importe qui instantanément, juste en y pensant. S'il décide que quelqu'un doit mourir, cela arrivera, sans aucune exception. Hanakawa, horrifié par cette révélation, est à peine capable de traiter ce qu'il entend. Il essaie de soutenir que le pouvoir de Yagiri est trop injuste, bien trop puissant pour que quiconque puisse l'avoir. Mais Yagiri reste indifférent, ne voyant pas la nécessité de se justifier. Pour démontrer davantage sa capacité, Yagiri ordonne à Hanakawa de vérifier les corps de ses camarades tombés. Hanakawa, utilisant ses pouvoirs de guérison, essaie de réanimer Higashida et Fukuhara, mais ses capacités n'ont aucun effet. Peu importe la puissance de ses pouvoirs de guérison, ils ne peuvent pas ramener les morts. Hanakawa commence à paniquer, réalisant qu'il n'y a pas de retour en arrière possible après ce que Yagiri a fait. Frustré, il accuse Yagiri d'être allé trop loin, mais Yagiri fait calmement remarquer qu'il ne faisait que défendre Danara de leurs mauvaises intentions. Ils étaient venus ici pour lui faire du mal, et il n'allait pas laisser cela se produire. Yagiri explique en outre que son pouvoir lui permet non seulement de tuer instantanément, mais qu'il peut aussi sentir quand quelqu'un a l'intention de lui nuire. Cela signifie que si quelqu'un pense même à essayer de le tuer, il peut détecter son intention et agir avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. Combiner ces 2 capacités rend Yagiri pratiquement intouchable. Hanakawa, réalisant le désespoir absolu de sa situation, fond en larmes. Il sait maintenant qu'il n'y a aucun moyen de gagner contre Yagiri, peu importe à quel point il essaie. Désespéré de se sauver, Hanakawa essaie d'expliquer que ce n'est pas la première fois qu'ils sont invoqués dans ce monde. Il révèle qu'il y a quelque temps, lui et un groupe de camarades de classe ont été invoqués par des magiciens du royaume pour vaincre le Seigneur Démon. Ils ont passé environ 1 an dans ce monde à livrer des batailles et à vivre des aventures. Après avoir finalement vaincu le Seigneur Démon, ils ont été renvoyés sur Terre. Cependant, quand ils sont rentrés chez eux, ils ont découvert que seulement quelques heures s'étaient écoulées depuis leur invocation. Personne n'avait même remarqué leur absence. Yagiri, en entendant cela, réalise qu'il pourrait y avoir un moyen pour eux de retourner sur Terre. Cependant, il considère toujours Hanakawa comme une menace et lève la main, se préparant à le tuer pour prévenir tout problème futur. Hanakawa, dans un ultime effort pour se sauver, sort un objet rare, un collier d'esclave. Ce collier force celui qui le porte à obéir aux ordres de la première personne qu'il voit. Hanakawa met le collier, se faisant l'esclave de Danara, espérant ainsi obtenir un peu de pitié.
Cependant, Danara ne veut pas non plus s'occuper de Hanakawa, alors elle transfère rapidement le contrôle à Yagiri. Désormais lié à la volonté de Yagiri, Hanakawa n'a d'autre choix que de suivre ses ordres. Yagiri décide de ne pas le tuer tout de suite, mais lui ordonne d'aller dans la forêt dangereuse voisine, remplie de bêtes magiques, et d'attendre. Il ordonne également à Hanakawa de laisser derrière lui tous les objets de valeur qu'il avait collectés lors de ses précédentes aventures. Hanakawa, maintenant sous l'influence du collier, est forcé de tout laisser tomber et de suivre les ordres de Yagiri. Alors que Hanakawa s'éloigne, Danara se demande si Yagiri ne va pas trop loin en prenant toutes ses affaires et en le laissant dans une forêt si mortelle. Cependant, Yagiri soutient que Hanakawa n'est pas leur ami et pourrait les trahir à tout moment. Il est préférable de le tenir à l'écart pour l'instant. Danara, encore quelque peu incertaine, accepte son raisonnement. Danara demande ensuite pourquoi Yagiri reste avec elle, surtout qu'elle pourrait le trahir à un moment donné. Yogiri, étonnamment indifférent, répond que si cela arrive, cela arrive. Il a choisi de lui faire confiance et cela lui convient. Danara rougit à ces mots, ressentant un mélange d'embarras et de surprise. Elle lui demande ensuite pourquoi il se donne tant de mal pour la protéger, même s'ils se connaissent à peine. Yogiri n'a pas de réponse claire, bien qu'il plaisante en disant que c'est peut-être à cause de son apparence. Danara, maintenant complètement troublée, l'accuse de ne se soucier que de son corps, ce qui la rend encore plus embarrassée. Pendant ce temps, dans une autre partie du monde, Seon est allongée dans son lit, se sentant plutôt satisfaite d'elle-même. Quelqu'un nommé Yuichi entre dans la pièce pour lui faire un rapport sur les étudiants qu'elle a invoqués. Il l'informe qu'ils ont réussi leur première mission, mais qu'il y a 4 victimes. Seon suppose que les décès provenaient des étudiants qui n'avaient pas reçu de dons, mais Yuichi la corrige, disant que 2 des morts étaient en fait des étudiants de rang S avec de puissants dons. Cette nouvelle surprend Seon, car elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un de ce niveau meure. Cependant, elle n'est pas trop préoccupée, et dit à Yuichi de gérer la situation comme il l'entend. Yagiri et Danara arrivent enfin aux portes de la ville après plusieurs heures de marche. Alors qu'ils s'approchent, ils remarquent que les gardes sont en train de fermer les portes pour la nuit. Yagiri s'y attendait, car il se faisait tard, alors il se précipite, essayant d'attirer l'attention des gardes avant d'être enfermé dehors. Danara, désireuse de gérer la situation, s'avance et parle à l'un des gardes, mais il ne semble pas comprendre un mot de ce qu'elle dit. Frustrés mais toujours calmes, ils sont escortés à l'intérieur et invités à attendre sous une tente pendant que les gardes vont chercher quelqu'un qui peut communiquer avec eux. Après quelques instants, un homme nommé Masahiko arrive, l'air agacé d'être encore dérangé si tard. Au grand soulagement de Danara, Masahiko parle couramment japonais et semble déjà avoir une idée de ce qui se passe. Il explique que le reste de leurs camarades de classe étaient passés par la ville plus tôt dans la journée et qu'il s'était déjà occupé d'eux. Normalement, il leur ferait payer un péage pour entrer dans la ville, mais il a reçu des instructions claires de Sion de ne pas entraver les candidats sages, donc il ne leur fera pas payer ce soir. Curieux de la mention d'autres candidats sages, Yagiri demande à Masahiko où ils étaient allés. Se souvenant qu'ils se dirigeaient vers la capitale, Yagiri s'enquiert de la direction. Cependant, bien que Masahiko ne soit pas autorisé à les gêner, il n'a aucune incitation à les aider. Sentant qu'il n'obtiendrait pas beaucoup plus d'informations, Yagiri se prépare à partir. Alors qu'il passe, Masahiko jette un long regard à Danara et lui offre grossièrement de passer la nuit dans son manoir, laissant entendre des intentions bien moins honorables. Danara, horrifiée, attrape la main de Yagiri et l'entraîne rapidement, le visage pâle de peur. Elle n'aimait peut-être pas le type, mais ce qui l'effrayait vraiment, c'était la pensée que Yagiri puisse le tuer pour ce qu'il avait dit. Yagiri, perplexe, se demande pourquoi elle penserait qu'il est le genre de personne à faire une chose pareille, bien que, considérant qu'il a tué leur camarade de classe pour un simple mouvement, il réalise que ce n'est pas si farfelu. Pour apaiser la tension, Danara change de sujet, soulignant à quel point la ville est magnifique. Elle est particulièrement fascinée par la présence de gens bêtes errant dans les rues. Alors qu'ils marchent, ils sont approchés par une fille-chat d'apparence amicale nommée Maïrou. Elle peut immédiatement dire qu'ils sont nouveaux en ville et offre son aide, demandant s'ils ont besoin d'aide pour quoi que ce soit. Yagiri, naturellement méfiant, demande ce qu'elle a à gagner en les aidant. Mais Ruyu n'hésite pas à révéler ses intentions. Elle veut s'entendre avec tous les garçons candidats sages, parce qu'ils sont tous en manque et assoiffés. Elle admet que son plan est de se rapprocher de l'un des candidats qui réussissent et de profiter d'une vie facile. Danara, bien que n'étant pas entièrement d'accord avec la logique de Meruyu, apprécie son honnêteté. Meruyu assure à Danara qu'elle n'a rien à craindre, promettant de ne pas tenter de séduire quiconque a déjà une petite amie. Elle est bien consciente à quel point les filles jalouses peuvent être dangereuses. Cela étant dit, Danara, voulant toujours explorer la ville avant la tombée de la nuit, accepte de laisser Meruyu les guider. Yogiri reste prudent, mais se dit qu'il n'y a pas de mal à visiter la ville avec un guide. Après tout, que pourrait-il arriver de pire ? Ce n'est pas comme si c'était un piège, mais c'en était un. Après avoir passé la soirée à faire du shopping et à profiter des curiosités, il se retrouve encerclé par un groupe de voyous. Les voleurs exigent de l'argent, mais il est clair qu'ils ne sont pas seulement après l'or, ils ont des vues sur les candidats sages, sans talent, comme Yagiri et Danara.
Les voleurs révèlent qu'ils en ont assez de tout le chaos causé par les candidats doués qui provoquent régulièrement des destructions avec leur pouvoir, laissant les faibles souffrir. Frustrés et incapables de combattre directement les puissants candidats, ils déchargent leur colère sur les plus faibles. Yagiri, essayant d'éviter l'escalade, propose de les payer. Les voleurs, bien que tentés par l'argent, précisent non qu'ils veulent plus que de l'or. Ils prévoient de tuer Yagiri et de profiter de Danara après. Maintenant, pleinement conscient de leurs intentions, Yagiri décide qu'il n'y a pas moyen d'éviter ce qui va suivre. Danara, sentant le danger, supplie Meiruyu d'annuler l'attaque, avertissant que quelqu'un mourra certainement s'il continue. Meiruyu, confiante dans son plan, rejette l'avertissement. Elle ne peut pas croire que quelqu'un sans don comme Yagiri puisse représenter une réelle menace. N'ayant pas d'autre choix, Yagiri passe à l'action. Il commence par éliminer les 5 voyous se tenant directement derrière lui. Ils tombent au sol, morts sans un bruit. Les voleurs restants regardent avec horreur en réalisant que quelque chose ne va pas du tout. Yagiri décide alors de faire preuve d'une certaine retenue, du moins autant qu'il en est capable. Au lieu de tuer purement et simplement le prochain voyou, il le tue à moitié, laissant l'homme dans un état végétatif. Danara observe sous le choc, sachant que Yogiri se retenait encore malgré les résultats extrêmes. Meiruyu, réalisant maintenant qu'elle est complètement dépassée, essaie de supplier pour sa vie. Elle raconte une histoire larmoyante sur le besoin d'argent pour soigner son frère malade, mais Yagiri n'est pas ému. Il lui rappelle froidement qu'elle a essayé de les vendre comme esclaves, donc elle ne mérite pas vraiment un arc de rédemption. Il se tourne vers elle, et le dernier voleur restant leur dit de mourir. Et attend l'inévitable. Au début, rien ne se passe, et il pousse un soupir de soulagement, pensant avoir été épargné. Cependant, juste au moment où il commence à s'enfuir, la sentence de mort s'active. Meiruyu tombe raide morte, suivie rapidement par le dernier voleur. Danara, stupéfaite par la tournure des événements, se tourne vers Yagiri et lui demande pourquoi il a choisi de les laisser partir. Yagiri, toujours calme, dit simplement qu'il ne l'a pas fait. Son taux de mortalité est toujours de 100%, il leur a juste fallu un peu plus de temps pour mourir. Les deux restent silencieux un instant, la sombre réalité du pouvoir de Yagiri s'installant. Quant au dernier type, eh bien, personne ne se soucie vraiment de lui, juste un autre PNJ sans nom. Une fois la bataille terminée et les assaillants morts, Yagiri et Danara commencent à quitter la zone. Cependant, avant qu'ils ne puissent aller loin, les gardes de la ville les arrêtent. Les gardes avaient reçu la nouvelle d'une demande très inhabituelle d'un grand nombre de cercueils de la part du croque-mort local, ce qui a éveillé des soupçons concernant les événements récents. Naturellement, ils souhaitent poser quelques questions. Yagiri, cherchant à éviter de nouveaux ennuis, tente de se tirer d'affaire par le mensonge. Il prétend avoir découvert les assaillants déjà morts dans les... Malheureusement pour lui, son mensonge ne prend pas. La capitaine de la garde, Edelgard, n'est absolument pas convaincue. Elle révèle avoir assisté à toute la scène, observant les assaillants tomber mystérieusement morts juste avant qu'ils ne puissent s'en prendre à Danara. Frustrée, Danara ne peut croire qu'Edelgard et ses gardes les traitent comme des criminels. Après tout, ce sont eux qui ont été attaqués. Elle interroge Edelgard, lui demandant pourquoi, si elle observait depuis le début, elle n'est pas intervenue pour les aider alors qu'il était évident qu'ils étaient en danger. Edelgard explique que les gardes cherchaient à retrouver les assaillants et leur chef. Leur plan était de laisser Yagiri et Danara se faire enlever pour suivre les agresseurs jusqu'à leur leader. Edelgard les informe aussi que les gardes de la ville sont sous la protection d'un sage, ce qui signifie que les capacités spéciales des candidats sages seraient inefficaces contre eux. Elle les avertit de venir calmement s'ils ne veulent pas causer de problème. Cependant, un subordonné d'Edelgard utilise une capacité d'évaluation pour vérifier les pouvoirs de Yagiri et Danara. À sa grande surprise, aucun d'eux ne semble posséder de pouvoir lié au sage. Cela déconcerte les gardes, car ils ne comprennent pas comment Yagiri a pu vaincre les assaillants si facilement. Sans preuve ni explication valable, ils n'ont aucune raison d'arrêter Yagiri ou Danara. À contre-cœur, Edelgard admet sa défaite et leur dit qu'ils sont libres de partir. Son subordonné s'excuse pour le comportement de sa commandante, mais Yagiri ne semble pas dérangé. Au lieu de cela, il en profite pour demander s'ils peuvent être dédommagés avec un endroit où passer la nuit. Le garde, se sentant coupable de ce malentendu, accepte et leur arrange un séjour dans une auberge haut de gamme. À leur arrivée, Danara est complètement émerveillée par le cadre luxueux. Tout, de la décoration au mobilier, dépasse ce à quoi elle est habituée. Alors qu'ils traversent les couloirs, Yagiri suggère nonchalamment qu'ils partagent une chambre. Son ton désinvolte prend Danara au dépourvu, et elle se sent embarrassée par cette idée. Un peu troublée, elle refuse. Yagiri, sentant son malaise, propose alors de réserver des chambres juste à côté l'une de l'autre, ce que Danara accepte. Une fois dans sa chambre, Danara ne peut s'empêcher de s'émerveiller devant le confort et l'élégance de l'endroit. Le lit est immense et moelleux, et la pièce regorge de détails somptueux. Alors qu'elle est allongée sur le lit, son esprit revient à la suggestion précédente de Yogiri de partager une chambre. Elle se demande pourquoi il aurait même suggéré une telle chose. Aurait-il pu penser à quelque chose d'inapproprié ? Mais, d'un autre côté, Yagiri a toujours été à ses côtés depuis leur arrivée dans ce monde. Sans lui, elle serait probablement morte ou asservie à l'heure qu'il est. Peut-être y a-t-il plus à sa suggestion qu'il n'y paraît. Elle commence à se demander s'il a des sentiments pour elle, mais elle se rappelle vite que Yagiri a montré plus d'intérêt pour son corps que pour ses émotions. Soudain,
Ses pensées sont interrompues par un bruit étrange. Elle lève les yeux et voit une silhouette fantomatique flotter au-dessus de son lit. Au début, elle est terrifiée, mais en y regardant de plus près, elle réalise que le fantôme ressemble étrangement à sa sœur. Mais cela n'a aucun sens, sa sœur est toujours en vie, c'est alors qu'elle comprend. Ce doit être l'esprit gardien de leur famille, Moko. L'esprit, cependant, ne perd pas de temps et fait clairement savoir qu'elle n'a aucune envie de s'associer à la sœur de Danara. Elle est là pour aider Danara, car sa situation est devenue assez dangereuse. Toujours confuse et légèrement agacée, Danara exige de savoir pourquoi Moko ne l'a pas aidée plus tôt lorsqu'elle faisait face à de graves situations de vie ou de mort. Où était Moko quand le dragon a attaqué, ou quand elle a failli être vendue comme esclave? 2 fois. Moko, étonnamment honnête, admet qu'elle est absolument terrifiée par Yagiri. Aussi puissant que soit Yagiri, Moko craint que si elle apparaissait devant lui sans préparation adéquate, il puisse l'effacer de l'existence en un instant. Même si elle est déjà un esprit, l'idée d'affronter la colère de Yagiri l'effraie au-delà de toute mesure. Pour cette raison, Moko demande à Danara d'informer Yagiri de sa présence avant de se montrer à lui. Elle veut éviter d'être perçue comme une menace. Danara, toujours un peu sceptique, accepte de parler de Moko à Yagiri le lendemain. Moko révèle alors qu'elle aide Danara en coulisses depuis un certain temps déjà. Par exemple, Moko a empêché la capacité de champ de bataille du sage d'être implantée en Danara lors de leur précédente rencontre. En entendant cela, Danara devient furieuse. Elle estime que les actions de Moko l'ont mise dans une situation de grave désavantage dans ce monde. Mais Moko défend sa décision, expliquant qu'elle supposait que Danara ne voudrait pas qu'une capacité aléatoire et suspecte soit placée de force dans son corps. Bien que la capacité du sage puisse avoir des avantages, elle donne également au sage un contrôle total sur quiconque l'accepte, ce qui en fait un compromis dangereux. L'objectif principal de Moko est de s'assurer que Danara retourne sur Terre en toute sécurité afin qu'elle puisse hériter des techniques d'arts martiaux de leur famille. Bien que Danara veuille rentrer chez elle, elle sait qu'elle est actuellement trop faible et dépend fortement de Yagiri pour sa survie. Moko promet de changer cela. En tant qu'esprit, Moko a accès à des siècles de connaissances en arts martiaux et elle prévoit de transmettre ce savoir à Danara. Cette nuit-là, au lieu de dormir, Danara commence son entraînement intense avec Moko. Le lendemain matin, une Danara fatiguée et endolorie retrouve Yagiri en bas après sa longue nuit d'entraînement. Elle n'a pas fermé l'œil, mais fait semblant que tout va bien. Elle demande à Yagiri s'il prévoit de retrouver leurs camarades de classe bientôt, une chose qui lui trotte dans la tête. Yagiri répond que c'est exactement ce dont il voulait lui parler. Ensemble, ils rencontrent une femme nommée Celestina, qui a aidé Yagiri à localiser ses camarades de classe. Celestina a également rassemblé des objets précieux pour eux, tels que des outils de traduction linguistique et des objets qui dissimulent leur statut aux ennemis. En fait, elle a même fabriqué un chargeur pour la console de jeu de Yagiri. Celestina leur remet 2 billets de train pour la capitale, où elle pense que leurs camarades de classe pourraient se diriger pour s'entraîner. Yagiri la remercie pour tout son travail acharné. Il lui demande ensuite si elle peut investir l'or qu'ils ont volé aux étudiants de retour, ce à quoi elle accepte sans aucune hésitation. Tout étant en ordre, Yogiri et Danara montent dans le train et poursuivent leur voyage. Alors qu'ils sont dans le train, Yogiri sent soudain un danger. Agissant rapidement, il pousse Danara au sol, évitant de justesse une entaille qui déchire leur wagon. Il devient clair qu'une bataille entre un sage et un robot massif appelé Agresseur se déroule à proximité. Le combat est si intense que le paysage environnant est remodelé par la destruction. Danara, agacé par le danger constant, demande si Yagiri peut simplement tuer les combattants et dégager le chemin. Mais Yagiri, bien que létal, a ses propres règles. Il ne tuera personne à moins d'une raison valable. Puisque l'explosion ne les visait pas directement, il ne voit aucune raison de tuer les combattants. Cependant, après avoir observé le comportement impoli du sage, Yogiri change d'avis et décide de le tuer après tout. Pendant ce temps, de retour auprès de la sage vampire, Edelgard rapporte l'incident impliquant Yogiri et les assaillants morts. Malgré tous leurs efforts, ils ne parviennent toujours pas à comprendre comment les hommes sont morts. Ils expérimentent sur l'un des assaillants survivants, allant même jusqu'à régénérer sa capacité spéciale, connue sous le nom d'Eia, mais ils n'ont toujours aucune réponse. La sage vampire devient frustrée et tente de transformer l'homme en vampire pour extraire plus d'informations, mais cela aussi échoue. Au moment où elle s'apprête à poursuivre ses expériences, quelqu'un fait irruption à travers le mur, une épée à la main. De retour avec Yagiri et Danara, la bataille entre le sage et l'agresseur continue de faire rage à proximité. Yagiri réalise que même s'ils ne sont pas les cibles visées, il est toujours dangereux pour eux de rester dans la zone. Danara demande une fois de plus s'il peut simplement tuer les combattants, mais Yagiri explique qu'il a des règles ici à suivre. Il ne peut pas tuer quelqu'un simplement parce qu'il est gênant. Cependant, puisque le sage agit de manière impolie, Yagiri décide que le tuer pourrait ne pas être une si mauvaise idée après tout. Ailleurs, après la mort du sage, le robot agresseur, reconnaissant le danger de combattre Yagiri, tente sagement de négocier la paix. Le robot n'a rien de valeur à offrir à Yagiri, mais Danara reçoit quelque chose de cette rencontre. Plus tard ce jour-là, la sage vampire tient une réunion avec son subordonné pour discuter du sage mort trouvé près des voies ferrées.
Elle soupçonne que Yogiri pourrait être impliqué et commence à élaborer des plans pour enquêter davantage. Avant la fin de la réunion, elle ordonne à son subordonné de préparer l'armée de zombies pour leur prochaine action. Après un long et périlleux voyage rempli de batailles incessantes, Yagiri et Danara aperçoivent enfin la ville de Hanabusa. Elle s'élève de l'horizon comme un phare futuriste avec ses gratte-ciel imposants et ses lumières scintillantes, ressemblant étrangement à une métropole japonaise moderne. Le contraste saisissant entre l'apparence élégante et high-tech de la ville et les paysages sauvages et indomptés qu'ils avaient traversés les prend tous deux au dépourvu. Danara, comme toujours, reste pétillante et pleine d'énergie, son esprit apparemment inébranlable malgré les kilomètres parcourus. D'un autre côté, Yagiri est complètement épuisé, luttant pour suivre le rythme après leur longue marche. Son ratio de mort a explosé, laissant derrière lui une quasi-extinction de monstres forestiers et de bandits sur leur passage. C'est lui qui a fait tout le gros du travail pendant leur voyage, tandis que l'attitude insouciante de Danara l'a laissé comme une observatrice plutôt passive. Alors que la ville se rapproche, l'humeur de Danara change. Réalisant à quel point elle a peu contribué à leur survie jusqu'à présent, elle s'excuse auprès de Yagiri de ne pas avoir été d'une grande aide. Elle demande ensuite, un peu timidement, s'il pourrait au moins la prévenir la prochaine fois qu'ils seront en danger, afin qu'elle puisse éviter d'agir de manière si naïve et insouciante. Malgré ses excuses, elle ne peut s'empêcher d'être curieuse à propos de quelque chose qui la tracasse. Le fait que Yagiri ait l'air si fatigué après avoir utilisé ses capacités mortelles signifie-t-il qu'il y a une limite au nombre de fois où il peut les activer ? Yagiri, toujours calme et direct, la rassure avec un sourire en coin. « Il n'y a pas de temps de recharge pour mon pouvoir, dit-il. Les développeurs de ce monde ne l'ont jamais patché, donc je suis libre de spammer la mort instantanée autant que je veux. » Mais après cet échange léger, il se dirige beaucoup vers Hanabusa, impatient de voir ce qui les attend dans la ville futuriste. Les rues animées de Hanabusa sont un spectacle à voir. Des néons clignotent au-dessus de leur tête, les bâtiments brillent d'une lumière d'un autre monde, et la technologie avancée est partout. C'est une étrange fusion de Tokyo moderne et d'une sorte d'utopie futuriste, ce qui la rend à la fois familière et étrangère. Ils errent dans la ville, admirant les sites, et tombent bientôt sur un hôtel luxueux recommandé par Célestina. Décidant qu'il est préférable de se reposer et de se regrouper, ils entrent, pensant qu'ils auront enfin le temps de se détendre. Cependant, au moment où ils pénètrent dans le hall, ils sont accueillis par un visage inattendu. Takabana, l'un de leurs anciens camarades de classe, est là, se prélassant comme s'il était chez lui. Il les salue avec désinvolture, comme si les avoir abandonnés dans la forêt pour se débrouiller seuls n'avait pas été un problème du tout. Danara est surprise et demande immédiatement ce qu'il fait ici. Pour autant qu'elle sache, Takabana devrait toujours être avec le reste de leur classe, essayant de survivre dans la forêt. Takabana, toujours aussi désinvolte, explique qu'il n'était pas d'accord avec leur méthode inefficace pour gagner de l'expérience. Il a décidé de se séparer du groupe et a trouvé quelque chose de bien plus bénéfique pour lui-même, l'esclavage. Avec un sourire, Takabana présente les membres de son nouveau harem, Erika, Stéphanie, Chelsea, Euphemia et Risa. C'est un groupe éclectique de filles, toutes différentes les unes des autres, mais elles ont toutes une chose en commun. Elles détestent Danara à vue. Les regards qu'elle lui lance suffisant à lui glacer le sang. Mais Takabana ne semble ni le remarquer, ni s'en soucier. Il explique qu'après être arrivé en ville, il a découvert que l'esclavage existait toujours, alors naturellement, il a profité de la situation. Quand les marchands d'esclaves lui ont demandé combien d'esclaves il voulait, sa réponse fut simple. Oui. Yagiri, observant la scène, remarque l'excès de confiance de Takabana et devine qu'il doit posséder une sorte de capacité puissante pour le soutenir. Effectivement, Takabana révèle fièrement qu'il possède la classe de dominateur. Cela lui permet de contrôler tout être plus faible que lui, faisant de lui une force avec laquelle il faut compter. Danara est dégoûté par son arrogance, mais Takabana, toujours inconscient, déplace la conversation dans une direction bizarre. Avec un visage impassible, il offre à Danara une place dans son harem, affirmant qu'elle ferait un excellent ajout. Elle est laissée sans voix par l'absurdité de sa proposition. Quand elle ne répond pas, Takabana se tourne vers Yagiri et lui fait la même offre. Il les assure que s'il s'inquiète de ce qui pourrait arriver à Yagiri, il est prêt à faire une exception. Bien qu'il ne soit généralement pas de cette orientation, il est prêt à inclure Yagiri dans sa collection également. L'absurdité de la situation laisse Yagiri et Danara stupéfaits. Danara, essayant de comprendre comment Takabana pouvait être si confiant, demande ce qui lui fait croire qu'il a le pouvoir de faire de telles exigences ridicules. Takabana explique avec un sourire suffisant qu'après s'être séparé du groupe, il a été approché par l'un de leurs camarades de classe, Haruto, qui a la classe de consultant. Haruto, capable de voir des détails cachés sur les capacités des autres, a donné à Takabana de précieuses informations. Il a expliqué que la capacité de dominateur de Takabana n'était pas seulement puissante, c'était essentiellement un système pyramidal. En achetant des esclaves bon marché et en les envoyant se battre pour lui, Takabana pouvait gagner des points d'expérience sans avoir à combattre lui-même. Chaque fois que ses esclaves gagnaient une bataille, il gagnait non seulement de l'expérience, mais il pouvait aussi dominer les ennemis vaincus, les ajoutant à son réseau croissant d'esclaves. Le plan de Takabana est simple, mais efficace. Son réseau d'esclaves s'agrandit de jour en jour et ses points d'expérience augmentent de façon exponentielle.
Le meilleur, selon lui, c'est qu'il n'a pas à lever le petit doigt. Ses esclaves font tout le sale boulot pendant qu'il récolte les récompenses. Satisfait de son explication, Takabana renouvelle son offre à Danara, mais elle refuse, valorisant trop sa liberté. Takabana, étonnamment, accepte de la laisser tranquille pour l'instant, lui donnant le temps d'y réfléchir. Il part sans faire de scène, et alors qu'il s'éloigne, Yagiri fait remarquer qu'il serait peut-être plus sûr pour Danara de rejoindre le système pyramidal de Takabana. Elle serait près du sommet, et avec tous ses esclaves sous elle, elle n'aurait pas à s'inquiéter de grand-chose. Cependant, Danara ne peut supporter l'idée de faire partie d'un système aussi tordu. Avant qu'il n'ait le temps de s'attarder sur la situation, le chaos éclate dans la ville. Une armée de zombies commence à envahir, et Danara se retrouve attaquée par un assaillant invisible. Heureusement, Moko sent le danger et la prévient juste à temps. Paniqué, Danara appelle Yagiri, qui passe immédiatement à l'action. Sentant la menace, il élimine l'ennemi invisible d'une seule pensée, prouvant une fois de plus que son pouvoir est inégalé. Pendant ce temps, Takabana remarque que l'une des membres de son harem, Erika, est soudainement morte. Euphemia suggère qu'Erika aurait pu être jalouse de Danara et tenter de l'éliminer, mais le groupe a peu de temps pour spéculer. Alors qu'ils tentent de quitter l'hôtel, Risa, l'une des membres du harem de Takabana, essaie de bloquer leur chemin avec un sort de glace. Cependant, Yogiri ordonne nonchalamment à la glace de fondre et brise la baguette de Risa avec facilité. Il la prévient de ne rien tenter de sournois, ou elle subira le même sort qu'Erika. Terrifiée, Risa se rend et livre des informations précieuses sur la situation en ville. Cependant, Takabana n'est pas encore prêt à abandonner. Dans un geste désespéré, il déchaîne son dernier recours, un essaim massif de cafards. Bien que petits individuellement, leur nombre impressionnant représente une menace sérieuse, car ils pourraient étouffer ou submerger leurs ennemis. Euphemia, maintenant inquiète, exhorte Takabana à reconsidérer d'antagoniser quelqu'un d'aussi puissant que Yagiri. Mais Takabana, poussé par son désir d'affirmer sa domination, refuse de reculer. Yagiri, imperturbable face à l'attaque imminente, identifie Takabana comme la source de l'intention de tuer et l'élimine d'une seule pensée. Takabana disparu, l'essaim de cafards s'évanouit également, mais le nombre impressionnant d'insectes ne laisse à Yagiri et Danara d'autre choix que de quitter rapidement la pièce. Pendant ce temps, Stéphanie et Euphemia, désormais libérées du contrôle de Takabana, sont laissées derrière avec son corps sans vie. Euphemia, enfin libérée, décide de quitter l'hôtel, mais alors qu'elle atteint la surface, elle est interceptée par une puissante sage vampire. La sage ne perd pas de temps, plongeant ses crocs dans Euphemia et la transformant en vampire. Maintenant transformée, Euphemia est contrainte de divulguer toutes les informations qu'elle possède sur la mort de Takabana et les événements récents. Alors que cela se déroule, Yagiri et Danara se retrouvent face à face avec toute la force de l'armée de zombies qui avait envahi la ville. Dans une ville chaotique assiégée par une épidémie de zombies, la sage vampire, intriguée par le pouvoir supposé de Yagiri, se demande si sa capacité à apporter la mort pourrait mettre fin à sa propre vie immortelle. Pendant ce temps, Euphemia, désormais membre de sa lignée, est également affectée par la tourmente. Alors que la panique s'empare des civils, ils font face à la terrifiante réalité d'une apocalypse zombie. Yagiri et sa compagne, Danara, trouvent refuge dans une ruelle étroite où ils prennent un moment pour planifier leur prochain mouvement au milieu du pandémonium. Yagiri observe les zombies se déplaçant lentement, réalisant qu'ils ont une chance de s'échapper de la ville s'ils avancent prudemment. Cependant, Danara exprime son inquiétude quant à la sécurité des habitants de la ville. Yagiri la rassure, déclarant qu'il n'a jamais eu pour but d'être un héros. Son objectif principal est de protéger Danara, montrant peu de soucis pour les autres dans le processus. Le maire de la ville est furieux. Il apprend que Masayuki, le chef de l'armée des morts vivants, a envahi sans avertissement et cause des dégâts sans bonne raison. Masayuki croit avoir l'autorité d'une vampire nommée Lady Lane, ce qui lui donne le pouvoir de faire ce qu'il veut, y compris blesser des innocents. Il s'approche de Ryuta, un ancien ami et guerrier, l'exhortant à se calmer. Cependant, Ryuya insiste pour que Masayuki et son armée de morts vivants quittent la ville immédiatement. Masayuki rétorque qu'il a la permission de Lady Lane d'agir comme il le souhaite, y compris infliger de la douleur pour rechercher Yagiri. Face à la réalité des ordres de Lady Lane, Ryuto remet à contre-cœur la clé de la ville. Masayuki ordonne ensuite à ses zombies de cesser leurs attaques et donne aux citoyens juste 1 heure pour livrer Yagiri et Danara, morts ou vifs. S'ils échouent, il menace de tous les tuer. Il verrouille les portes de la ville, s'assurant que personne ne puisse s'échapper. Les citoyens, désespérés de survivre, se précipitent dans les rues pour trouver les adolescents, devenant encore plus frénétiques que les zombies eux-mêmes. Au milieu du chaos, Danara peine à comprendre pourquoi ils sont chassés si intensément. Yagiri se souvient qu'il a tué un sage, ce qui pourrait avoir de graves conséquences. Juste à ce moment, 3 assaillants s'approchent, prêts à le capturer. Yagiri les avertit de ne pas attaquer, mais ils ignorent son avertissement et se précipitent. Fidèle à sa parole, il en tue rapidement un, ce qui fait fuir les autres, terrifiés après avoir été témoins de sa force. Kogiri se demande pourquoi Masayuki a cru que ces voyous seraient efficaces pour le capturer alors qu'il peut facilement maîtriser n'importe qui, n'importe quand. Il soupçonne que Masayuki puisse croire qu'il a un code moral l'empêchant de tuer des innocents, mais Yagiri n'a absolument aucune faiblesse de ce genre.
Pourtant, il n'aime pas l'idée que des personnes innocentes soient utilisées contre lui, ce qui le pousse à envisager de négocier directement avec Masayuki, sans intermédiaire. Yagiri et Danara se dirigent vers la place pour affronter Masayuki. L'air est lourd, imprégné de l'odeur nauséabonde de la mort et de la décomposition. À leur arrivée, ils trouvent Masayuki irrité de ne pas avoir pu tuer davantage de personnes avant que Yagiri ne décide de faire son apparition. Masayuki demande avec un sarcasme mordant si Yagiri a l'intention de se sacrifier pour les habitants de la ville. Yagiri cependant a un tout autre plan en tête. Masayuki est convaincu de détenir tout le pouvoir et que Yagiri n'a absolument aucun choix en la matière. Mais Yagiri propose un marché, une sorte d'accord. Il demande à Masayuki de retirer la barrière qui entoure la ville en échange de son passage en toute sécurité à bord d'un train. Cette suggestion met Masayuki en colère, car il estime que Yagiri n'a aucun droit de demander quoi que ce soit, absolument rien. Yagiri tente de rendre l'accord plus attrayant en offrant d'épargner la vie de Masayuki, malgré la nature foncièrement cruelle de ce dernier. Cependant, Masayuki refuse catégoriquement et ordonne à son armée de morts-vivants d'attaquer Yagiri, persuadé qu'ils sont totalement immunisés contre ses pouvoirs. Yagiri, cependant, dit calmement à l'armée de mourir, et à la grande stupeur de Masayuki, tous s'effondrent sans vie sur le sol. Le sourire s'efface du visage de Masayuki alors qu'il réalise l'étendue du pouvoir que Yagiri détient. Son armée immortelle est vaincue en un instant, en un clin d'œil. Ne voulant pas affronter la colère de Yagiri, Ryuda lève les mains en signe de reddition et trahit Masayuki. Étonnamment, Masayuki ne semble pas en colère, mais plutôt perplexe quant à la façon dont quelque chose de déjà mort pourrait être tué une nouvelle fois. Yagiri explique simplement que, bien qu'il fût mort, il continuait de bouger. Et dans son monde, c'est lui qui détermine ce que signifie être vivant ou mort. Masayuki, incapable d'accepter cette absurdité totale, commence à se transformer en une forme plus puissante pour combattre Yagiri. Cependant, avant qu'il ne puisse achever sa transformation, Yagiri agit rapidement et l'élimine, s'assurant qu'il n'ait absolument aucune chance. Maintenant, Yogiri doit trouver comment abaisser la barrière autour de la ville, mais il réalise que Ryuda est tout à fait disposé à l'aider dans cette tâche. Ryuda supplie Yogiri de lui épargner la vie, mais Yogiri l'assure qu'il n'a jamais eu l'intention de le tuer. Ryuda explique que Masayuki, une figure très puissante, a reçu des ordres spécifiques de la part de la sage vampire nommée Lane pour traquer et éliminer Yagiri. La ville entière, ainsi que toutes les zones environnantes, sont sous le contrôle total de Lane, qui utilise Masayuki comme son subordonné pour superviser absolument tout ce qui se passe dans cette partie du monde. Cette situation devient particulièrement déroutante pour Yagiri et Danara, qui ont été convoqués ici et désignés pour devenir eux-mêmes des sages. Ils ne s'attendaient absolument pas à être chassés par un autre sage, ce qui les place dans une position extrêmement difficile. C'est alors que Moko apparaît devant eux, apportant des nouvelles des plus alarmantes. Elle les informe qu'il y a eu une sorte de manipulation spirituelle ciblant spécifiquement cette zone. Soudain, les citoyens de... Cependant, lorsque Ryuta tente d'utiliser la clé pour accéder, aux commandes de la barrière, il découvre qu'il a été complètement verrouillé, totalement exclu. Cela signifie que Lane a pris le contrôle des paramètres de la barrière et qu'elle est la véritable instigatrice du chaos qui affecte la ville. Alors que Lane continue d'exécuter ses plans depuis une très grande distance, Euphemia, sa fidèle compagne, exprime de sérieuses préoccupations quant aux risques encourus. Elle avertit Lane que Yagiri a déjà prouvé sa force en tuant Takabana à longue distance, en traçant et en contrôlant des insectes, plus précisément des cafards. Cela démontre que les pouvoirs de Yagiri sont considérablement plus puissants que ceux de n'importe quel sage, sans exception. Euphemia suggère qu'il serait bien plus sage de permettre à Yagiri de faire ce qu'il désire, et de prendre du recul, plutôt que de le provoquer inutilement. Pendant ce temps, les citoyens, de les tuer désormais sous l'influence de ce contrôle mental, commencent à attaquer à un incident similaire de son passé les autres, où quelqu'un avait maintes et maintes fois testé ses limites, juste sous ses yeux. Il se sent impuissant en voyant les personnes auxquelles il tient être tuées juste devant lui, sous ses yeux. En dehors de la ville, Lane poursuit ses stratégies manipulatrices et le monstre sombre qu'ils avaient rencontré plus tôt s'approche maintenant dangereusement de la ville. C'est avantageux pour Lane, car cela lui offre une opportunité parfaite d'orchestrer la disparition de Yagiri sans avoir l'intention directe de le tuer elle-même. Lane décide que c'est le moment idéal pour mettre son plan de secours en œuvre sans plus attendre. Elle crée plusieurs clones d'elle-même, les envoyant s'élever dans le ciel, au-dessus de la ville. Alors que l'obscurité atteint les frontières de la cité, elle commence à transformer tout ce qu'elle touche en sable, se déplaçant rapidement vers le cœur même de la ville. Lane explique qu'elle a créé ses clones sans aucune mémoire ni connaissance de Yagiri. Cela signifie qu'il ne devrait avoir aucune raison de l'attaquer, car il ne possède aucune hostilité envers lui. Lane utilise ensuite l'arrivée de l'obscurité comme signal pour lancer son assaut, ordonnant à ses clones de bombarder la ville depuis les airs. Alors que l'obscurité engloutit la cité, elle provoque une destruction généralisée et dévastatrice, déchirant les bâtiments et ne laissant derrière elle que de la poussière, absolument rien d'autre. Les citoyens, témoins de ce chaos, ressentent un sentiment de terreur accablant, convaincus que personne ne peut arrêter cette dévastation.
Yogiri éprouve un malaise face aux événements qui se déroulent, mais il sait qu'il ne peut pas laisser l'obscurité tuer tout le monde dans la ville, absolument personne. Avec une détermination inébranlable, il décide d'affronter cette force obscure. Alors que l'obscurité fait des ravages dans la ville, Yogiri remarque les attaques, mais il ne perçoit aucune hostilité spécifique, aucune intention malveillante. C'est comme si la destruction se produisait de manière indiscriminée, ce qui le pousse à croire que quelqu'un d'autre contrôle ce chaos, le testant à travers les actions des civils, des habitants. Tandis que Yogiri évalue la situation, il est distrait par la présence de Danara, ce qui lui rappelle la véritable raison pour laquelle il se bat, ce qui est vraiment important. Inspiré, il se lève pour s'attaquer à la menace imminente, sans hésitation. Cependant, cela s'avère plus difficile qu'il ne l'avait anticipé, car il ne sait pas exactement d'où proviennent les attaques, leur origine précise. Danara lève les yeux et voit quelque chose de tout à fait inattendu. Les bombes qui s'écrasent sur la ville sont en réalité toutes des clones de Lane, se sacrifiant en s'écrasant au sol, en explosant. Il réalise alors que c'est la contre-mesure de Lane contre les capacités mortelles de Yagiri. Puisqu'elle ne le cible pas directement, il se retrouve dans une position extrêmement difficile et délicate. Les clones explosent rapidement, beaucoup trop vite pour qu'ils puissent réagir et les empêcher tous de causer des destructions, des ravages. Yagiri observe avec une frustration grandissante, sachant qu'il doit absolument agir. Ryuya, utilisant ses capacités de mère, surveille tout ce qui se passe dans la ville simultanément, en un seul coup d'œil. Grâce aux informations qu'il recueille, il localise le prochain endroit qui sera bombardé et téléporte tout le monde à cet endroit précis, juste à temps, au bon moment. Alors qu'un clone est sur le point de les frapper, Yagiri anticipe l'attaque et l'élimine avant qu'il ne puisse causer le moindre mal, absolument aucun. Dans un moment de réflexion rapide, Danara active son esprit gardien, Jazz, pour créer un bouclier protecteur autour d'eux, une barrière. Ce bouclier peut servir de plaque de protection, portée sous les vêtements, mais grâce à l'esprit gardien de Moko, il se transforme en une barrière qui peut prendre diverses formes, allant d'un simple bouclier à une armure complète, une véritable carapace. Enfin, Danara se révèle être un atout précieux dans ce combat chaotique. Tous les clones de Len sont finalement vaincus, et Euphemia réprimande Len, lui disant qu'elle a commis une grave erreur en essayant de s'en prendre à Yagiri, une erreur monumentale. Malgré cette perte, Len reste imperturbable, insistant sur le fait qu'elle peut toujours créer davantage de clones pour poursuivre son assaut. C'est alors que toute l'étendue de la capacité de mort instantanée de Yagiri frappe Len de plein fouet, comme une tonne de briques, lui faisant réaliser l'énorme erreur qu'elle a commise. Néanmoins, elle refuse d'accepter son destin imminent et fait tout ce qui est en son pouvoir pour éviter de mourir, pour échapper à la mort. Dans un autre endroit, une petite fille se réveille d'une sieste à l'intérieur d'un cercueil. Elle est accueillie par un message préenregistré de Lane, un message vocal. Dans ce message, Lane explique que la jeune fille est en réalité une copie d'elle-même, créée pour exister comme une entité distincte, totalement indépendante. Cela a été fait par précaution pour se protéger contre les capacités mortelles de Yagiri. Nous reviendrons sur ce point plus tard, à un autre moment. Mais pour l'instant, Yagiri et Danara se préparent à quitter la ville, ayant organisé leur transport avec Ryuta. Pendant ce temps, nous déplaçons notre attention vers les autres étudiants et ce qu'ils ont fait pendant cette période de troubles, de grand désordre. Nous rencontrons Ryalko, qui appartient à la classe des samouraïs. Après avoir réussi à vaincre un monstre féroce et redoutable, Ryalko entre dans sa tente seulement pour y découvrir une jeune fille nommée Carole qui se tient là. Carole a pris le téléphone de Ryalko parce qu'elle voulait voir l'application que Ryalko utilise pour surveiller leurs missions et toutes leurs activités. Yagiri et Danara, il s'avère, avaient tous deux été chargés de la tâche d'espionner Yogiri alors qu'ils étaient de retour sur Terre. Alors qu'ils vérifient leur moniteur, ils sont confrontés à une nouvelle absolument horrifiante. La première porte de Yogiri a été ouverte, c'est une catastrophe. Pendant ce temps, Danara a assumé le rôle de conductrice de la Jeep dans laquelle il voyage. Cependant, il devient rapidement évident qu'elle n'a absolument aucune idée de comment conduire, manquant de provoquer un accident à de multiples reprises, plusieurs fois. Elle veut désespérément échanger sa place avec Yagiri, mais il est profondément endormi, la laissant gérer les choses toute seule, par elle-même. Danara, ne faisant absolument pas attention à la route, manque de percuter un gros rocher tandis que Yagiri savoure un rêve paisible, un moment de calme. Dans son rêve, il se remémore une femme de son passé lointain. La scène se déplace vers son histoire. Cette femme venait de signer un contrat pour un entretien d'embauche, se sentant un peu mal à l'aise concernant l'inclusion d'une clause de renonciation en cas de décès, mais elle était déjà trop impliquée pour faire marche arrière maintenant. Avec les factures qui s'accumulaient, elle n'avait d'autre choix que d'accepter la situation. Elle demanda nerveusement si c'était une sorte d'organisation louche, mais son employeur l'assura que tout ce qu'il faisait était, pour la plupart, parfaitement légal. L'établissement où elle avait été embauchée était impliqué dans la recherche sur les malédictions, et sa tâche spécifique était de s'occuper d'une créature mystérieuse, très énigmatique. Elle fut conduite le long d'un couloir rouge sombre et menaçant, et demanda où il se dirigeait exactement. Son employeur expliqua que son travail consisterait à prendre soin d'un être qu'ils avaient nommé Alpha Omega. D'après la description plutôt vague donnée, Asaka se demanda si cette créature pouvait être humaine, mais son employeur admit qu'il n'en était pas entièrement certain, n'ayant jamais risqué de voir la chose en personne de ses propres yeux. Alpha Omega possédait un pouvoir terrifiant, la capacité de tuer n'importe quoi simplement en y pensant, par la seule force de sa pensée. Asaka avait été recrutée comme son enseignante, chargée de contrôler cette force incroyable, qui était déjà suffisamment dangereuse en soi, par nature. Imaginez un tout petit, sans aucune notion du bien ou du mal, possédant ce genre de pouvoir. C'est là qu'Asaka est intervenue. Quant à la raison pour laquelle Asaka avait été choisie pour un travail aussi dangereux, il s'est avéré qu'elle était la seule personne à avoir postulé, l'unique candidate. Atteignant le bas de l'ascenseur, l'employeur lui tendit un morceau de papier avec des instructions et lui souhaita bonne chance, la laissant se débrouiller seule avec Alpha Omega, sans aide. N'ayant pas d'autre choix, Asaka entra dans la pièce, un environnement artificiel spécialement conçu pour la créature, pour son bien-être. Elle appela nerveusement pour voir si quelqu'un était là, finissant par tomber sur un petit garçon au centre de la pièce.
Initialement remplie d'anxiété, Asaka devint rapidement furieuse en réalisant que le gouvernement avait enfermé un enfant dans cette base souterraine, un jeune innocent. Elle était furieuse à l'idée qu'il transforme ce garçon innocent en une sorte d'arme. Dans un élan de détermination, elle traîna le garçon dehors, le jetant dans un ruisseau afin qu'il puisse jouer pour la première fois de sa vie, enfin. Yagiri, le garçon, sembla surpris un instant mais se reprit rapidement et désigna un monstre qui se cachait derrière Asaka, le tuant instantanément, sans effort. Il n'y avait pas de réponse claire quant à ce qu'avait été la créature, mais des choses comme ça avaient tendance à apparaître de temps en temps pour essayer de le tuer, de l'éliminer. Probablement, elle s'était cachée dans l'ombre d'Asaka, mais maintenant qu'elle était morte, il n'y avait plus aucune raison de s'inquiéter, plus du tout. Yagiri fit alors remarquer que, bien qu'il aimerait jouer, il se faisait tard, alors il devrait remettre cela à un autre jour, à plus tard. Asaka réalisa qu'elle s'était peut-être emportée dans ses actions et s'excusa, se présentant enfin au garçon, lui donnant son nom. Plus important encore, Yagiri mentionna qu'il avait faim, et Asaka réalisa qu'en tant qu'adulte présente dans la pièce, elle était responsable de prendre soin de lui, de le nourrir. Le garde-manger était entièrement approvisionné, mais Asaka, dépourvue de véritables compétences culinaires, n'avait absolument aucune idée de ce qu'elle pouvait préparer. En désespoir de cause, elle opta pour le repas classique de l'étudiant fauché, une tasse de ramen. Heureusement pour elle, Yagiri n'avait jamais goûté de ramen auparavant, il était donc ravi de ce simple dîner, de ce repas modeste. Pendant qu'il mangeait, Asaka réfléchit au nom à lui donner, décidant finalement de le nommer d'après un chien qu'elle avait eu autrefois, il y a longtemps. Et c'est ainsi que Yagiri obtint son nom. À partir de ce moment-là, Asaka endossa le rôle de figure maternelle, prenant soin de lui du mieux qu'elle pouvait, avec amour. Ce furent donc des souvenirs précieux pour Yagiri, mais son rêve fut brusquement interrompu, lorsque Danara cria que la route menant à la capitale était bloquée, complètement obstruée. Elle fut surprise qu'il puisse dormir malgré sa conduite imprudente et dangereuse, mais Yagiri n'y pouvait rien. Il était épuisé par tous les zombies qu'il avait tués dans la ville, par tous ses combats. De plus, il ne comprenait pas pourquoi il devait même se rendre à la capitale en premier lieu, quel était le but. Leur objectif ultime était de retourner dans leur monde d'origine, et pour ce faire, ils devaient trouver la sage, Snom. Même s'ils n'allaient pas à la capitale, il devrait y avoir d'autres moyens de la trouver, d'autres pistes. Avec cela à l'esprit, ils décidèrent de faire demi-tour et de chercher une autre route pour contourner la montagne, un autre chemin. Alors que Danara reculait, elle heurta accidentellement quelque chose. Il s'avéra que c'était un dragon qui se tenait derrière eux sans qu'ils le sachent. Ils sortirent de la jeep pour évaluer la situation, mais le dragon attaqua immédiatement, ne laissant à Yogiri d'autre choix que de le tuer, de l'éliminer. Malheureusement, ce n'était pas le seul dragon, toute une volée apparut, prête à les réduire en cendres, à les anéantir. Cependant, les dragons n'étaient pas de taille face à Yogiri, qui les anéantit tous rapidement, sans effort. Ils venaient de décimer une population entière de dragons sur leur propre territoire en un instant. C'était comme si Yagiri était apparu et avait commis un génocide de masse dans leur propre jardin, sur leur seuil. Mais la bataille n'était pas encore terminée, car un dragon de foudre dorée arriva bientôt sur les lieux, faisant son apparition. Contrairement aux autres, ce dragon ne semblait pas avoir d'intention meurtrière envers eux, alors Yagiri ne vit aucune raison de lui faire du mal, de l'attaquer. Après quelques instants, le dragon doré parla, leur disant qu'il pouvait passer avant de tenter de s'envoler rapidement, craignant pour sa propre vie, pour sa survie. Sentant une opportunité, Yagiri rappela le dragon, le menaçant de le tuer s'il ne revenait pas, immédiatement. Le dragon, désormais sous la forme d'une petite fille, obtempéra. Danara fut choquée de voir la créature massive se transformer en une petite fille, mais elle écarta les détails pour le moment, pour l'instant. Yagiri posa à la jeune fille la question importante. Pourquoi les dragons les avaient-ils attaqués en premier lieu? Quelle était la raison? La jeune fille expliqua que les dragons avaient testé si Yagiri était digne de rencontrer le maître d'épée. Yagiri, cependant, n'avait absolument aucune idée de qui était ce maître d'épée. Le dragon ne pouvait pas croire qu'ils étaient venus de si loin sans avoir l'intention de rencontrer le maître. Mais Yagiri et Danara essayaient simplement d'atteindre la capitale, c'était leur seul but. Il n'y avait aucune raison de faire un détour, absolument aucune. Néanmoins, le dragon les supplia de la suivre jusqu'au maître d'épée, car son travail consistait à lui amener des individus prometteurs, des talents. Après avoir perdu toute son armée de dragons, elle ne pouvait pas revenir les mains vides, ce n'était pas possible. Le maître d'épée était censé être sur un pied d'égalité avec un sage, alors Yagiri décida que cela pourrait valoir la peine de le rencontrer, de faire sa connaissance. Après tout, le maître d'épée pourrait détenir des informations précieuses sur la façon dont ils pourraient retourner dans leur monde d'origine, et ils étaient de toute façon bloqués ici pour le moment, pour l'instant. Le dragon, Attila, promet à Yagiri et Danara que s'ils l'accompagnent pour rencontrer le maître d'épée, elle les guidera personnellement jusqu'à la capitale. En arrivant à l'emplacement du maître d'épée, ils voient une foule de gens qui, comme eux, sont venus le rencontrer, tous espérant avoir une chance de devenir le prochain roi divin, le souverain. Un homme grommelle, pensant que cela doit être contraire aux règles d'arriver en voiture, car tous les autres ont dû marcher, mais le maître d'épée, étonnamment, n'y voit aucun problème, absolument aucun. Cependant, la gentillesse du maître d'épée est trompeuse, très trompeuse. Dès son arrivée, sa première directive est que les participants s'entretuent jusqu'à ce qu'il en reste moins de la moitié. Kalgiri, qui n'avait aucune envie d'être là en premier lieu, demande s'il peut partir puisqu'il refuse catégoriquement de participer à cela. Mais le maître d'épée invente alors une règle selon laquelle personne n'est autorisé à s'échapper, et le carnage commence alors que les participants se massacrent les uns les autres, sans pitié. Certaines personnes ciblent Yagiri, mais avant qu'il n'ait à se défendre, quelqu'un intervient pour les protéger, lui et Danara, tous les deux. Cet homme mystérieux, Rick, semble vraiment décent, bien qu'il loue le maître d'épée un peu trop, avec un excès d'enthousiasme. Il affirme que le maître d'épée ne veut pas vraiment qu'ils s'entretuent, et que c'était probablement juste un test pour voir s'ils se déshonoreraient s'ils manquaient à leur honneur. Cependant, Yagiri remarque des magiciens en arrière-plan qui lancent un sort dangereux, alors il les neutralise immédiatement, sans attendre.
Rick, chantant toujours les louanges du maître d'épée, suggère que le maître d'épée a dû tuer les magiciens pour avoir agi de manière déshonorante, pour leur manque d'honneur. Pendant le chaos, il remarque un homme, Lionel, qui avait été coupé en deux, mais était, d'une manière ou d'une autre, toujours en vie. Lionel demande à Danara de placer une pierre aux couleurs de l'arc-en-ciel. Satisfait de l'effusion de sang pour l'instant, le maître d'épée ordonne que les combats cessent, et au moment où il tient la gemme, car le test se corps est miraculeusement restauré. Attila supplie Yagiri de entièrement reconstituer, espérant qu'il deviendra le prochain roi divin, afin qu'elle puisse être promue à son service, devenir son assistante. Puisque Yagiri et Danara n'ont pas encore recueilli d'informations utiles, ils décident à contre-cœur de continuer pour l'instant, bien que cela devienne plus une nuisance qu'ils ne l'avaient imaginé, un véritable fardeau. Alors qu'ils suivent le maître d'épée, Rick se présente correctement, et Lionel partage son histoire concernant la pierre arc-en-ciel, son origine. Yogiri demande alors quel est le grand intérêt de devenir le roi divin, ce que cela implique. Rick explique que le roi divin était celui qui avait scellé le dieu sombre il y a longtemps, dans un passé lointain. À l'arrière, Danara interroge Lionel que le dieu sombre soit scellé, de nombreuses personnes tentent encore de le ressusciter et sont également ce qui en fait une menace constante en raison de sa danger permanent. Lionel se retrouve souvent dans des situations désastreuses, comme être sacrifié par un culte étrange, une secte bizarre. Il était sûr qu'il allait mourir, mais une déesse apparut et s'excusa pour ses malheurs en lui donnant ses pierres, qu'il utilise maintenant pour survivre, pour rester en vie. Il peut même les échanger contre des objets aléatoires, bien qu'avec sa malchance habituelle, il se retrouve généralement avec des choses inutiles, comme une simple brosse. Il mentionne que les cristaux se reconstituent à minuit en fonction de la malchance qu'il a eue ce jour-là, de son degré de poisse. Alors que le groupe continue d'avancer, ils sont conduits dans une barrière qui les transporte à la base d'une immense tour, gigantesque. Attila est laissé derrière car il semble que seuls ceux qui participent à l'épreuve peuvent entrer, y avoir accès. À l'intérieur de la tour, ils montent jusqu'au sommet, où le maître d'épée leur montre un sceau puissant créé par le dernier roi divin, un sceau ancestral. Le sceau retient des centaines de monstres, et le dieu sombre en son sein. Danara remarque une jeune fille au milieu du sceau, se poignardant à plusieurs reprises aux côtés du dieu sombre. Une autre participante, Frederica, tente de lancer une attaque pour enfin tuer le dieu sombre, mais la barrière autour du sceau ralentit le temps, le figeant presque. Il faudrait des centaines d'années pour que son attaque atteigne sa cible. Danra se demande à voix haute si le pouvoir de Yagiri fonctionnerait contre le dieu des ténèbres, même avec ce décalage temporel. Yagiri, cependant, semble préoccupé. Il a une règle personnelle, il ne tue jamais sans une excellente raison. Mais avec toute cette agitation ambiante, quelque chose clochait, et Yagiri avait agi par pur instinct. Il s'avère qu'il avait déjà éliminé l'obscurité à l'intérieur de la bulle temporelle sans même s'en rendre compte. Yogiri, ayant ainsi rendu l'épreuve complètement inutile en tuant le Seigneur des Ténèbres sans que personne ne le remarque, souhaite partir avant que quiconque ne découvre son acte. Alors qu'il s'apprête à s'échapper, Linel entend son nom être appelé par la jeune fille capricieuse qui l'avait entraîné dans cette compétition. Elle arrive en trombe, exigeant qu'il lui donne quelques-unes de ses gemmes d'excuses pour reconstituer son mana. Bien que Lionel obtempère, il la prévient que les gemmes ne fonctionnent que pour lui, ce qui semble tomber dans l'oreille d'un sourd alors qu'elle en prend d'une et s'en va. Cette petite interruption étant écartée, l'équipe se remet enfin en mouvement. À cause du retard, il s'avère que les autres participants qui les ont précédés ont déjà déclenché la plupart des pièges de la tour, dégageant involontairement le chemin pour Yogiri et son groupe. Maintenant, tout ce qu'ils ont à faire est d'éviter les pièges restants, ce qui semble assez simple, à l'exception du fait que la terrible malchance de Lionel est sur le point de compliquer les choses. Presque immédiatement après que Rick ait averti tout le monde de procéder avec prudence, il marche sur un cercle magique caché, et sa poitrine est empalée par une énorme pique. Heureusement, Rick a encore quelques gemmes d'excuses, ce qui lui permet de guérir de cette blessure mortelle, au grand soulagement du groupe. Étant donné la fréquence à laquelle Rick a été blessé, Danara suggère qu'il garde simplement un des cristaux d'excuses dans sa main en permanence, prêt à être utilisé à tout moment. Se sentant maintenant confiant et préparé à toute éventualité, Rick se précipite seul dans une pièce inexplorée. Malheureusement, le cri glaçant qui s'ensuit suggère que ce n'était pas une décision très judicieuse. Lorsque le reste du groupe le rejoint, il trouve Rick face à une femme nommée Teresa, debout, au milieu d'une pièce entièrement maculée de sang. Rick est absolument choqué de la voir, car elle était autrefois une chevalière très respectée du roi divin. Cependant, la nature impitoyable de Teresa l'avait finalement conduite à être déchue de son titre, car elle avait l'habitude de tuer n'importe qui et tout le monde, simplement pour son propre plaisir tordu. Maintenant, sans autre occupation, Teresa a rejoint la compétition pour devenir la prochaine reine divine, savourant l'occasion de tuer autant de personnes que possible en chemin. Rick dit aux autres de courir, mais Danara remarque que la pièce est remplie de fils fins, presque invisibles. Elle réalise rapidement que ce sont des pièges, conçus pour trancher quiconque tente de s'échapper. Teresa, impressionnée par la capacité de Danara à repérer les pièges avant d'y tomber, sourit et indique clairement que son intention est de les tuer tous, jusqu'au dernier. Rick s'avance, déterminé à protéger le groupe. Il se prépare au combat, disant à Yogiri, Danara et Lionel de trouver une issue pendant qu'il retient Teresa. Teresa, cependant, joue clairement avec lui, le frappant avec des fils tranchants comme des rasoirs qui fendent l'air. Rick parvient à tenir bon, mais Danara voit que Teresa se retient encore.
ce qui rend la situation d'autant plus dangereuse. Si Teresa devient vraiment sérieuse, Rick pourrait ne pas être capable de suivre le rythme. Cependant, avant que les choses ne puissent dégénérer davantage, Yogiri dit nonchalamment à Teresa de se taire. À cet instant, elle tombe raide morte sur place, sa vie s'éteignant sans plus de drame. Teresa étant hors de combat, le groupe prend un moment pour reprendre son souffle. Ils se souviennent soudain que Lionel était avec eux plus tôt, et en regardant autour d'eux, ils trouvent sa main coupée, gisant sur le sol. C'est une malchance que sa main, tenant le cristal d'excuse, ait été la partie de lui qui a été tranchée, mais au moins Lionel est toujours en vie, bien que dans un état bien plus difficile qu'auparavant. Après s'être regroupée, l'équipe continue de descendre et atteint finalement le 990e étage de la tour, où ils sont informés que cette zone sert de zone de sécurité. C'est un endroit où ils peuvent se reposer sans crainte d'être attaqués, et des chambres leur sont même fournies. Yagiri, fatigué de tout ce chaos, suggère qu'ils se séparent un moment pour faire une pause et s'occuper chacun de leurs affaires. Rick est d'accord avec l'idée, mais vérifie que Yagiri et Danara iront bien seuls. Il lui assure qu'ils iront bien, et Linel, épuisé et à court de gemmes d'excuses pour la journée, est également d'accord. Sachant que s'il quitte la zone de sécurité, il pourrait mourir pour de bon cette fois, Linel prévoit de se barricader pour sa survie. Tout le monde étant d'accord, Rick part de son côté, laissant le reste du groupe s'installer. Yagiri demande ensuite à Danara si elle aimerait se reposer un peu, mais un moment gênant survient lorsqu'il découvre qu'il n'y a qu'une seule chambre disponible. Cette situation rend naturellement Danara un peu nerveuse, d'autant plus que Moko les surveille toujours. Cependant, Moko la rassure en disant que cela ne la dérange pas du tout, au grand embarras de Danara. Dagiri, apparemment inconscient de la gêne, ne perd pas de temps à changer de vêtements et à se préparer à dormir. Malgré la tension, son seul objectif est de prendre un repos bien mérité après tout ce qu'ils ont traversé. Pendant ce temps, minuit arrive enfin, et Lionel, qui avait failli mourir plus de fois qu'il ne pouvait compter ce jour-là, reçoit sa prochaine série de gemmes d'excuses. Il est ravi de voir qu'il a reçu 100 gemmes d'excuses, ainsi qu'une pierre ultra rare garantie. Se sentant chanceux pour une fois, Lionel se lance avec enthousiasme dans le tirage de la pierre, espérant une arme ou une armure puissante qui pourrait changer sa chance. Cependant, au lieu de quelque chose d'utile pour le combat, il finit par invoquer une femme. Au début, Lionel pense avoir décroché le gros lot, mais à sa grande surprise, la femme s'avère être la déesse qui l'a amené dans ce monde. Plutôt que de le rejoindre dans une grande aventure, la déesse vient simplement vérifier s'il est toujours en vie. Elle met également à jour son point de sauvegarde, s'assurant que peu importe le nombre de fois qu'il meurt, il réapparaîtra toujours dans la zone de sécurité. Une fois sa tâche accomplie, la déesse disparaît rapidement, laissant Lionel seul une fois de plus, à sa grande frustration. Il espérait quelque chose d'un peu plus excitant, mais il ne lui reste maintenant que ses pensées et une nuit tranquille devant lui. Dans le centre de contrôle de la tour, la jeune homoncule s'approche du maître avec des nouvelles troublantes. Leurs calculs révèlent une divergence entre le nombre d'âmes collectées par la tour et le nombre réel de personnes décédées. Malgré cela, le maître est indifférent, car ils ont encore suffisamment d'âmes pour maintenir la barrière qui scelle le Seigneur des Ténèbres. Ils semblent plus concentrés sur un autre problème urgent. Ils doivent reconstituer leur stock de demi-démons, essentiel pour alimenter la barrière. Pendant ce temps, loin de la tour, une jeune fille aux cheveux bleus traverse un champ, tandis que des explosions éclatent autour d'elle. Elle marmonne à quel point il est impoli d'être attaqué sans même qu'on lui demande ce qu'elle veut. Cependant, son agresseur sait déjà pourquoi elle est là, pour le recruter. La jeune fille, nommée Ei, avait bien pour mission de le recruter, mais elle avait aussi reçu l'ordre de tuer quiconque refuserait. Pour s'assurer qu'elle cible la bonne personne, Ai utilise ses pouvoirs pour le scanner. L'homme, Seydou, avait utilisé son don pour construire une colonie paisible où il pouvait vivre en solitude, loin du chaos. Il n'est pas prêt à laisser Ai perturber sa vie, alors il lance une attaque, invoquant un essaim de tentacules pour la maîtriser. Malheureusement pour lui, les pouvoirs d'Ai sont trop avancés et ses capacités sont rendues inutiles. Réalisant que ses tentacules ne fonctionneront pas, Seydou tire son épée, une arme puissante immunisée contre les capacités d'Ai. Mais Ai esquive habilement ses coups et le met sans effort sous la menace d'un couteau avant de lui trancher la gorge. Alors que le corps de Seydou tombe, le couteau, parlant d'Ai, l'informe que sa prochaine mission l'attend déjà. Elle doit se rendre dans la ville de Hanabusa et éliminer une autre cible. Frustrée de ne pas avoir un instant de repos, elle se prépare à partir, mais avant de pouvoir s'en aller, elle rencontre un visage familier, Hanakawa. D'une manière ou d'une autre, il a réussi à survivre des semaines dans la forêt et a été recueilli par Seydou, qui lui a permis de rester dans la colonie. Maintenant qu'Ai a tué Seydou, Hanakawa n'a plus aucune protection. Désespéré, il la supplie de le ramener avec elle, là où se trouvent Yagiri et Danara. De retour dans la tour, Danara dort encore quand Moka l'appelle, la pressant de se réveiller. Danara ouvre les yeux, seulement pour trouver le visage de Yagiri enfoui dans ses serres, bien qu'il soit clair qu'il dort encore profondément et n'est pas conscient de cela. Cependant, Moka ne l'a pas réveillé pour cette raison. Elle est elle-même en difficulté. Moka les avait observés dormir plus tôt et, supposant à tort qu'une rencontre romantique était sur le point de se produire, avait essayé de partir. Mais la curiosité l'a emportée, et en jetant un coup d'œil, elle s'est retrouvée piégée par un mécanisme dans le mur conçu pour capturer les esprits.
Quand Yagiri se réveille, il demande s'il peut faire quelque chose pour aider, mais Danara, résigné à la situation, remercie Moka pour tout le temps qu'ils ont passé ensemble, pour toujours. Cependant, Yogiri s'avance, localise calmement le mécanisme et le désactive. Miraculeusement, Moka est libérée. Elle pousse un soupir de soulagement, toujours étonnée d'avoir réussi à survivre malgré le fait d'être morte depuis des siècles. Le groupe se demande pourquoi la tour capture les esprits, mais ils n'ont pas de réponse. Après tout ce qui s'est passé, Yagiri avertit Danara qu'à partir de maintenant, il éliminera quiconque représente la moindre menace. Danara accepte, reconnaissante pour sa protection inébranlable, ce qui fait rougir Yagiri. Pendant ce temps, Ai et Hanakawa s'approchent de la tour seulement pour être confrontés à un dragon massif. Hanakawa suggère immédiatement de fuir, mais Ai rejette l'idée. Elle remarque nonchalamment qu'un dragon de cette taille ne devrait même pas pouvoir voler. Comme par magie, le dragon s'écrase au sol. La capacité d'Ai ne se contente pas d'infliger des impacts puissants, elle déforme la réalité pour l'aligner sur sa conviction. La seule limite est que ses pouvoirs ne fonctionnent pas sur les individus dotés d'une chance extraordinaire. Malgré la chute du dragon, il reste une menace dangereuse, mais il est rapidement décapité par une figure inconnue. Le groupe observe cette personne mystérieuse recueillir des informations du dragon avant de se diriger vers la barrière de la tour. Déterminée à suivre, Hailey entraîne un Hanukawa réticent avec elle. À l'intérieur de la tour, Yagiri et Danara continuent de progresser à travers les nombreux défis qui leur sont présentés. Cependant, leur progression met en colère la créatrice de la tour, Iglesia, qui décide d'intervenir personnellement. Iglesia explique que la tour a été construite pour maintenir la barrière, qui scelle le Seigneur des Ténèbres. Si la tour est détruite, le Seigneur des Ténèbres sera libéré. Iglesia ne peut pas permettre que cela arrive et insiste pour qu'ils cessent leurs actions. Imperturbable, Yogiri offre une solution simple. Ils s'arrêteront si Iglesia les laisse partir. Mais Iglesia, refusant de négocier, se prépare à riposter. Avant qu'elle ne puisse agir, Aljiri la tue en un instant d'un simple mot, éliminant la menace avant même qu'elle ne se matérialise. Aglacia disparue, Aljiri et Danara continuent leur voyage à travers la tour. En chemin, ils tombent sur un grand stade où deux épéistes sont engagés dans un combat, tandis qu'un homme nommé Masaki se prélasse avec arrogance sur un trône. Masaki, qui a transporté le trône avec lui à travers la tour, observe la bataille avec un sourire satisfait. L'une des combattantes, une jeune fille affrontant une créature ressemblant à un lapin, se révèle être une demi-démone. Yogiri, désintéressé par le duel en cours, demande simplement à Masaki de les laisser passer paisiblement. Masaki, cependant, refuse et exige un combat. Imperturbable, Yogiri élimine rapidement non seulement Masaki, mais aussi tout son groupe de serviteurs. Impressionné par le pouvoir de Yogiri, la jeune demi-démone demande à rejoindre leur groupe. Ensemble, ils continuent leur voyage, plus fort qu'avant. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, mes chers hommes de culture. N'oubliez pas de nous parler de votre waifu préférée de cet anime et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu.